Lorsque j'étais dans la 6e région d'élevage par excellence, j'ai mis l'accent sur la nécessité pour nos camarades éleveurs de faire des déclarations justes de leur cheptel. Pour quelles raisons? D'abord, le gouvernement consent des efforts considérables pour acheter des vaccins. Deuxièmement, pour construire des parcs à vaccination. Et troisièmement, pour étoffer un personnel chargé de la protection de notre cheptel. Et j'ai fait comprendre à nos camarades de la 6e région que pour un Malien, il n'était pas digne que les efforts consentis en leur faveur par le gouvernement soient à la charge de ceux qui ne sont pas éleveurs. Et qu'il était donc tout à fait normal qu'ils apportent leur contribution à la protection et développement du cheptel par des déclarations justes de leur cheptel et par le paiement des taxes afférentes au bétail. Il m'est revenu que ces déclarations auraient été reprises dans le cercle de Caille, transformées à tel point que je n'arrive pas moi-même à m'y retrouver, parce qu'on aurait raconté que j'ai invité les éleveurs à partager leurs troupeaux en deux parties, l'une devant leur rester et l'autre devant être nationalisée par l'État. Vous voyez là, par conséquent, une des manifestations de la mauvaise foi évidente de ceux qui ne peuvent pas se consoler de l'option de la République du Mali et qui veulent profiter de toutes les occasions pour créer une confusion. Et je profiterai de l'occasion, lorsque j'en arriverai à la conclusion, pour insister auprès des camarades responsables, où qu'ils peuvent se trouver, sur la nécessité d'être excessivement vigilants, de rechercher des sources de ces informations calomnieuses, afin que la justice puisse leur rappeler qu'en République du Mali, on ne peut pas impunément s'attaquer à la réputation de notre parti, l'Union soudanaise RDA. La conférence, c'est la première conférence régionale de Caille à laquelle j'assiste et je me dois de reconnaître que j'ai été particulièrement et agréablement surpris par l'esprit de camaraderie qui a présidé au débat et aussi par la hauteur des interventions. J'en profite donc pour saluer et remercier tous ceux qui ont participé à ce débat. Dans le domaine administratif, l'accent a souvent été mis sur l'insuffisance du personnel, alors qu'au sommet, aussi bien à la direction du parti qu'au gouvernement, nous estimons que notre administration est pléthorique et que son volume ne correspond pas aux moyens financiers de notre État. Il est donc essentiel pour les camarades responsables, lorsqu'ils ont des collaborateurs dont le niveau intellectuel et professionnel ne leur permet pas d'en tirer le maximum, de prendre sur eux le temps nécessaire de les améliorer. Ou alors, lorsqu'ils se rendent compte que ce sont des éléments irrécupérables, à ce moment peut intervenir la décision d'éviction de ces agents de notre administration, car nous ne pouvons pas nous payer le luxe de continuer à entretenir et à payer des agents qui ne peuvent pas rendre ce que l'État attend d'eux. Et cet état pléthorique de notre fonction publique a conduit la direction du parti à inviter notre fonction publique et nos sociétés d'État à ne plus opérer à des recrutements à l'exclusion des camarades venant de l'extérieur et de nos jeunes qui ont terminé leur scolarité. Pourquoi cette décision? Parce que nous voulons procéder à une unification du statut des travailleurs maliens, qu'ils soient de la fonction publique ou du secteur privé malien.
Et nous voulons, d'autre part, étant donné le développement de plus en plus croissant de nos sociétés d'État et le manque de cadres qui constitue pour nous un handicap sérieux dans le développement de ces sociétés, nous avons décidé de procéder à des mutations d'agents de la fonction publique vers le secteur privé malien, mais en leur faisant subir un stage de 6 à 1 an à la charge du gouvernement pour qu'ils puissent à la fin de ce stage être utilisés de plein pied par les sociétés et entreprises nationales. Je considère d'ailleurs cela comme une faveur parce que notre option socialiste repose essentiellement sur nos sociétés et entreprises nationales. Donc, lorsqu'un camarade est porté à la direction d'une de ces sociétés, ou bien lorsqu'il a été versé de la fonction publique dans une de ces sociétés, il doit considérer que le parti le considère comme un élément politiquement valable et techniquement appréciable et présentant toutes les garanties de bonne moralité. C'est vous dire que les camarades sur lesquels le choix du parti du gouvernement se portera pour les orienter vers le secteur public malien devront être des camarades présentant les garanties d'engagement politique, les garanties de conscience professionnelle et les garanties de certaines technicités, tout au moins d'une certaine capacité d'adaptation en raison du stage de 6 à 1 an qu'on va leur faire subir. J'ai tenu donc à vous apporter ces précisions pour que les camarades considèrent que dans notre fonction publique malienne, nous devrons nous contenter des agents que nous avons en place et s'ils sont insuffisants, soit qualitativement ou quantitativement, il nous appartient de les améliorer qualitativement pour que la faiblesse au point de vue qualité puisse être résorbée. Un point sur lequel j'attire également votre attention, c'est que la plupart des secteurs de notre administration, et les services techniques en particulier, désirent avoir plus de moyens de travail, plus de crédits, plus de véhicules. Or, vous connaissez la situation de notre État. Le développement de notre fonction publique n'a pas été le corollaire de notre développement économique. Nous sommes donc obligés à une certaine prudence, à une certaine économie de nos moyens, et c'est pour cela que nous insistons auprès des camarades pour qu'ils puissent se contenter, en les exploitant au maximum, des maigres moyens qui peuvent être mis à leur disposition. Et à cet égard, au nom du parti et du gouvernement, j'adresse des félicitations très sincères aux chefs de circonscription ou aux camarades des services techniques qui ont eu à effectuer leur tournée à cheval, à bicyclette et même à pied. Je considère que ces agents méritent d'être signalés à la fonction publique qui gère le personnel, à leur département et également à la présidence du gouvernement, et qu'il ne faut pas attendre les conférences régionales pour mettre l'accent sur l'esprit civique et la grande conscience professionnelle de ces agents. D'autre part, nous l'avons déjà dit, il faut que notre génération se considère comme une génération condamnée à une certaine polyvalence. Certes, nous n'allons pas demander à un instituteur de prendre un bistouri pour faire une opération, ni à un moniteur d'agriculture de calculer la résistance d'un point à construire. Mais ce que nous pouvons demander à l'instituteur, au moniteur, au vétérinaire, etc., bref, aux fonctionnaires maliens, c'est de pouvoir, autour de ces tournées, donner des conseils aux paysans en ce qui concerne la nécessité des fumières, la nécessité du fumier,
la nécessité de respecter les dates de semis. Ce que nous pouvons, c'est donner des conseils aux mamans pour qu'elles ne laissent pas les enfants exposés à l'air nu, surtout en cette saison. Ce que nous pouvons également, c'est donner aux chefs de famille le goût de l'ordre pour que dans les concessions, dans les cases, on ne voit pas les ustensiles de cuisine et les restes d'aliments traîner un peu partout, à tel point quelquefois qu'il faut se frayer un chemin pour pouvoir arriver au point que l'on veut atteindre. Voilà ce que nous appelons polyvalence et voilà ce que chacun d'entre nous doit pouvoir faire au cours des sorties qu'il effectue à travers la République. Et à cet égard, nous avons maintes fois sur le plan du parti insisté auprès des camarades afin que leur présence aux assemblées générales du parti ne soit pas seulement d'écouter les décisions à prendre pour organiser une réception pour le placement des cartes ou bien pour l'organisation d'un investissement humain. Il faudrait que leur présence contribue à élever la conscience des militants sur certains aspects politiques et sociaux de leur profession. C'est cela que nous appelons pour les fonctionnaires l'action sociale et malheureusement, très peu d'entre vous comprennent cet aspect important de leur rôle. Et j'estime que si l'agent des contributions directes avait la possibilité d'expliquer aux gens pourquoi on organise des barrières douanières, pourquoi on est obligé de procéder au contrôle des prix, si l'enseignant expliquait aux parents la nécessité de suivre les enfants à l'école, plutôt de suivre les enfants à la famille, et de suivre leur progrès, de voir leur cahier, ou de les faire voir par d'autres si eux-mêmes sont illettrés. Si les femmes lettrées allaient dans les campagnes ou allaient dans les villages pour expliquer à nos sœurs illettrées la nécessité de mieux protéger les enfants, de ne pas les laisser traîner par terre et de bouffer la poussière. Si les enseignants expliquaient également aux parents d'élèves la nécessité de l'instruction, surtout dans certaines régions où les populations sont hostiles à l'éducation, si chaque fonctionnaire pouvait profiter des assemblées générales pour expliquer tel ou tel aspect de sa profession, je suis convaincu que nos assemblées générales prendraient un autre caractère et qu'elles pourraient avoir une affluence qui se justifierait par le grand intérêt que les uns et les autres peuvent tirer des exposés qui y seront faits. D'autre part, il est bon que je porte à votre connaissance, ça a été déjà fait, je me rappelle, au cours des grandes tournées que j'ai eu à effectuer en République du Mali il y a 2 ans, je disais aux camarades fonctionnaires que les postes ne sont pas faits à la mesure des agents. Que cela veut dire qu'il ne faut pas que les fonctionnaires, que les agents considèrent qu'ils sont à un poste et qu'ils doivent y demeurer pendant toute leur carrière. On ne peut pas connaître la République du Mali, connaître les problèmes de la 6e région si l'on passe toute sa carrière à Caille, ni les problèmes de la 2e région si on passe toute sa carrière dans la 6e région. Il faut donc que les agents, que les fonctionnaires puissent aller de Caille à Gao, d'Ansongo à Sikasso, de Nioro à Ségou, pour pouvoir saisir toutes les réalités de la République du Mali. Et je tiens donc à les prévenir que si plus tard certaines mutations intervenaient, il est inutile qu'elles fassent intervenir les autorités politiques, parce que sur ce plan, le bureau politique national est intransigeant. Les mutations se justifient par la nécessité pour les fonctionnaires d'abord de pouvoir se soustraire à l'influence stérilisante de leur milieu originel et aussi pour leur permettre de mieux connaître tous les aspects de la République du Mali. Il est arrivé que certains fonctionnaires mutés dans telle ou telle circonscription emploient des moyens dilatoires pour ne pas les rejoindre. Eh bien, cela doit prendre un terme. Désormais, tout agent affecté dans une circonscription et qui n'aura pas rejoint dans le délai minimum court le risque d'être frappé d'une suspension de solde,
ou bien d'une mise à la retraite d'office s'il a rempli les conditions, ou alors de la révocation pure et simple. D'aucuns peuvent penser que les fonctionnaires, les agents de la fonction publique pourraient être victimes de l'arbitraire. Non. Vous avez le recours des hiérarchies, puisqu'il y a une hiérarchie. Vous avez donc le recours des hiérarchies dont le sommet est le chef de l'État. Donc si vous estimez que vous avez été victime d'une injustice, si vous ne parvenez pas à saisir le sens d'une mutation, vous avez la possibilité de vous en expliquer à votre chef de service, à votre inspecteur de la région, à votre chef de département et même au chef de l'État. Et je suis convaincu que les diverses explications qui pourront vous être données pourront vous convaincre de la nécessité pour vous de rejoindre le nouveau poste qui vous a été destiné. Il y a un dernier point sur le plan administratif qui déborde un peu même du plan administratif sur lequel je mets les camarades en garde. Nous avons chaque fois dénoncé l'esprit d'accaparement et l'esprit de jouissance. Et il y a un fait que l'on constate, c'est qu'il y a des fonctionnaires, il y a des commerçants qui font des réalisations ou qui font des acquisitions qui sont au-dessus de leurs moyens normaux. Je tiens à les aviser qu'ils courent le risque, non seulement lorsque la lumière sera faite sur les moyens mis en œuvre pour avoir telle acquisition ou pour telle réalisation, qu'ils ont commis des malversations qui n'ont pas été portées à notre connaissance, qu'ils peuvent courir le risque non seulement de l'expropriation, mais aussi de poursuites judiciaires. Donc il faut que les camarades fonctionnaires soient sur le plan de l'honnêteté un exemple dont puissent s'inspirer les autres couches de la population. J'aborde maintenant un autre domaine, c'est à mon avis le domaine le plus important puisque cette conférence porte le nom de conférence économique. J'aborde le secteur économique et les tâches nouvelles qui nous appellent devant la marche de plus en plus progressive de notre pays vers la construction du socialisme. Déjà, je l'avais demandé à Mopti. J'ai repris à Kolokani, j'insiste ici à nouveau, il faut qu'il y ait un statut de l'exercice du commerce. Cela est important. Parce que avec la création des sociétés de caution mutuelle et la possibilité pour ces sociétés de caution mutuelle d'être approvisionnées dans une certaine mesure par la SOMIEX, les commerçants se sont multipliés. Je l'ai déjà dit à Bamako. Avant la guerre, nous connaissions ceux qui faisaient effectivement du commerce. Le marché noir a triplé ou quadruplé le nombre de commerçants parce que le profit était facile par l'exploitation de la population, même de la population africaine. Et depuis la possibilité pour eux de se regrouper et de constituer des sociétés de caution mutuelle, même ceux qui n'étaient pas commerçants, qui étaient cultivateurs, qui étaient artisans ou petits fonctionnaires, se sont endettés pour pouvoir souscrire une part dans la société de caution mutuelle. Et à l'heure actuelle, il y a prolifération de commerçants. Si cela continue, eh bien, ce serait un grave danger pour le succès de notre option socialiste. C'est pourquoi il est essentiel que le ministère du Commerce s'attelle sans délai à l'élaboration du statut de l'exercice du commerce. D'autre part, il est temps de combler certaines lacunes. Tout le monde se dit commerçant, mais être commerçant exige certaines conditions. Lorsque vous êtes cultivateur, vous avez produit du mil, vous avez produit de l'arachide, vous le vendez à la SOMIEX, vous vendez à l'office des céréales, vous n'êtes pas commerçant. Vous êtes producteur qui cède sa production à celui qui devra la commercialiser. Mais si quelqu'un achète votre mil, quelqu'un achète votre arachide, quelqu'un achète votre bétail pour recéder ensuite à un autre organisme, celui-là est commerçant et il est essentiel qu'il prenne sa patente de commerçant. Ce que nous constatons, c'est que les femmes achètent du fil pour tisser des pagnes, pour tisser des boubous.
quand elles le vendent, elles ne sont pas commerçantes. Mais lorsque les femmes se présentent par le fait qu'elles peuvent avoir des responsabilités politiques devant les magasins de la Somiex pour acheter des balles de tifil, pour acheter des balles de tissu et les recéder à d'autres commerçants, à ce moment, elles sont commerçantes et obligation leur est faite de prendre une patente parce que là, elles font une transaction. Donc, chaque fois que l'on fait une transaction, qu'on ne cède pas ce que l'on a produit soi-même, eh bien, si on ne prend pas sa patente, on a commis une fraude et les services fiscaux sont en droit de vous poursuivre. Ce sont donc des détails qui peuvent échapper à certains camarades et c'est la raison pour laquelle je mets l'accent là-dessus. D'autre part, il faudrait que par région, par cercle, on puisse faire un recensement de ceux qui se déclarent commerçants et aussi qu'ils soient inscrits sur les registres de la Chambre de commerce. De sorte que tout individu, même qui paierait sa patente, mais qui ne serait pas inscrit sur les registres du commerce, qui ne serait pas recensé dans sa circonscription, ne doit pas être considéré comme commerçant parce qu'il a la possibilité de se soustraire à nos services fiscaux. Et ce que j'ajoute, parce que je l'ai entendu dans certains rapports, on parle des coopératives de commerçants. Il ne peut pas y avoir de coopératives de commerçants. Les coopératives, c'est pour ceux qui produisent. Ce qu'il peut y avoir pour les commerçants, ce sont les sociétés de caution mutuelle ou autres formes d'association, mais le mot coopérative est impropre lorsqu'il s'agit de ceux qui ont comme exercice, comme profession, la transaction. Je sais que nos services de contrôle, nos services fiscaux, nos douaniers sont critiqués, dénoncés, vilipendés, certes. Parmi eux, il y a des agents qui, hélas, ne font pas honneur à leur corps, surtout au corps des douaniers. Mais j'estime que pour quelques brebis galeuses, que nos camarades devraient eux-mêmes rechercher entre eux pour les éliminer, pour la santé de leur corps, pour la réputation de leur corps, nous n'avons pas le droit de laisser au jugement défavorable et hostile des trafiquants nos services fiscaux, nos agents de contrôle des prix et nos services douaniers. Car il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Ce qui est mortel pour les jeunes États, pour les États sous-développés, et surtout pour les États africains, qui, vivant de par leur vie, une vie de Moyen-Âge, mais qui se sont brutalement réveillés au siècle de la bombe atomique, au siècle des voiles nucléaires, qui se sont brutalement réveillés aux réalités du XXe siècle, qu'elles saisissent par la facilité de communication, eh bien, si nous ne faisons pas attention, nous sommes tentés de vouloir brûler les étapes et de vivre chez nous alors que nous n'en avons pas les moyens, comme ceux-là qui ont plusieurs siècles de vie économique, de développement économique devant eux. Et à cet égard, nous pouvons être tentés par la corruption, par la fraude, par la spéculation, et alors ça ne serait fait de la stabilité dans nos États. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, si une équipe gouvernementale, si un régime se laisse aller à la spéculation, si un régime se laisse tenter par la jouissance, eh bien, il crée obligatoirement contre lui la haine de ceux qui vivent plus chichement que lui. Il excite la haine de ceux qui vivent dans la misère. Et c'est ce qui explique les nombreux coups d'État auxquels nous assistons en Afrique. Donc, dans l'intérêt de notre régime et dans l'intérêt de l'Afrique,
Il faut que nous nous gendarmions, que nous nous mobilisions contre la fraude, contre la spéculation, contre la corruption, car sans cela, ça ne serait fait de l'avenir de l'Afrique. Et je crois également, pour prouver à quel point le parti tient à la santé de nos services, de notre fonction publique, de rappeler les dernières mesures adoptées par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement. C'est que la contrebande, la fraude et toute infraction volontaire et délibérée aux institutions économiques et financières constituent des délits économiques en République du Mali. Tout délit économique légalement constaté entraîne automatiquement pour le délinquant la dégradation civique pendant 10 ans. C'est-à-dire pendant 10 ans, il n'a plus de droits civiques. Il ne peut pas voter. Il n'a même plus les droits du citoyen malien. Ensuite, la confiscation de tous les biens, même ceux qu'il avait autrefois, au profit de l'État. Ensuite, l'interdiction totale et absolue d'exercer pendant 10 ans en République du Mali une activité salariée, toute profession industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, et ces sanctions s'appliquent sans préjudice des poursuites judiciaires. De sorte que non seulement l'individu peut aller en prison, et les peines qui ont été édictées sont énormes, mais pendant 10 ans, il perd ses droits civiques. Pendant 10 ans, il ne peut plus travailler ni dans la fonction publique malienne, ni dans le secteur public malien. S'il est commerçant, pendant 10 ans, il ne peut plus faire le commerçant. S'il est industriel, pendant 10 ans, il ne peut plus faire l'industriel. S'il est artisan, pendant 10 ans, il ne peut plus faire l'artisan. Et la suite, c'est que tout fonctionnaire, tout agent de l'État ou d'une société d'État qui couvre de façon volontaire et délibérée un délit économique sera passible des peines prévues à l'article 2 de la présente loi. Cela veut dire que si un camarade fonctionnaire, par complaisance, par faiblesse, ou en raison des liens qu'il peut avoir avec tel ou tel agent ou commerçant ou industriel ou artisan, passible de l'une des peines édictées à l'article 2, couvre ce commerçant ou ce fonctionnaire ou cet artisan, eh bien lui aussi, il est frappé de l'indignité nationale pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il ne peut pas exercer ni dans la fonction publique malienne, ni dans la fonction privée malienne. Et d'autre part, il y a confiscation de tous ses biens, et il court également le risque de rejoindre en prison celui qu'il avait tenté de couvrir. Voilà donc les mesures de rigueur que la direction du parti a été appelée à prendre pour lutter contre les malversations, le trafic, la contrebande, etc. Il y a également un détail que je vais donner et qui constitue un trafic qui échappe aux camarades. C'est que l'exportation et l'importation. Nous avons dans nos zones frontalières des commerçants qui prennent des licences et qui partent avec des matières du Mali en direction des États voisins. Mais ils n'ont pris que la patente du simple commerçant dont les activités doivent se dérouler à l'intérieur de la République.
dès l'instant que les marchandises qu'ils possèdent doivent sortir de la République du Mali, donc doivent être exportées, à ce moment, il doit prendre la patente d'exportateur. Or, malheureusement, nos agents du fisc n'appliquent pas cette mesure et nous savons, aussi bien dans cette région que dans d'autres régions, qu'il y a des exportateurs qui n'ont même pas de patente, à plus forte raison la patente d'exportateur. Et d'autre part, a poursuivi le président Modibo Keïta, quand ils ont exporté, pour eux, il y a deux solutions. Rapatrier toute la contre-valeur. À ce moment, ils ne doivent payer que la patente d'exportateur. Mais lorsqu'ils ont exporté, ils ont vendu la marchandise malienne dans un État voisin, que dans cet État, ils ont acheté d'autres marchandises qu'ils introduisent en République du Mali. Ils sont importateurs, de sorte que pour la sortie, ils sont exportateurs, pour l'entrée, ils sont importateurs. Ils doivent donc payer la patente de l'exportateur et de l'importateur. Malheureusement, cela aussi ne se fait pas, et cela par la complaisance de nos agents de consigne. Donc, il faudrait que tout cela soit légalisé, quoique cela puisse nous en coûter, parce que nous savons qu'au fur et à mesure que nous voudrons réglementer notre commerce, le rendre moderne, c'est-à-dire le mettre à l'échelle du commerce dans les pays évolués, nous trouverons sur notre chemin ceux qui sont habitués au trafic, à la spéculation, qui peuvent exporter sans patente d'exportateur, qui peuvent importer sans patente d'importateur. Eh bien, a poursuivi le chef de l'État, si nous ne faisons pas en sorte que notre commerce soit contrôlé et moderne, eh bien, nous n'arriverons jamais à avoir des statistiques justes et à saisir la réalité de nos possibilités commerciales, tant à l'exportation qu'à l'importation. Et le président Modibo Keïta de poursuivre. D'autre part, il faudrait que les SEMDER puissent jouer pleinement leur rôle et ne se contentent pas d'encaisser les cotisations des membres et de se porter garant timidement de quelques prêts. Il faut que les SEMDER aident nos paysans à s'organiser, surtout dans les régions fruitières, pour que les producteurs de fruits ne soient pas la victime des spéculateurs. Cela est essentiel, parce que, vous le savez, notre organisation socialiste, il faut d'abord qu'elle s'enracine profondément dans la campagne, et si cela est fait, vous pouvez être convaincus que tout le reste suivra. Un autre aspect sur lequel j'attire votre attention, c'est la délivrance anarchique des licences. Malgré les mesures arrêtées à Mopti, il y a des commerçants de Caille ou de Mopti qui passent par-dessus la tête de leur gouverneur des banques d'ici pour aller peut-être, en raison de certains liens qu'ils ont à Bamako, chercher là-bas des devises, chercher là-bas des licences. Cela doit être évité. Donc, il faut que les gouverneurs soient les seules autorités à délivrer des licences, même au niveau de Bamako, de sorte que le ministère du Commerce doit être un ministère jouant le rôle d'initiative, jouant le rôle d'organisme de législation et de contrôle du commerce, et ne pas descendre dans la délivrance des licences qui, comme vous le savez, donnent lieu à toutes sortes de tractations. Et puis, si notre ministère du Commerce s'embourbe dans ces problèmes quotidiens de délivrance des licences, il ne pourra pas saisir l'importance des problèmes importants qui se posent à lui et dont la solution exige un esprit débarrassé de toutes les préoccupations subalternes. C'est pourquoi nous insistons auprès du ministère du Commerce pour qu'il s'organise de telle manière que les licences de Caille soient livrées par le gouverneur de Caille, et que s'il y a des commerçants de Caille qui ont des relations à Bamako, que ceux-ci ne puissent pas être satisfaits là-bas. Il ne faut pas que des commerçants de Mopti puissent
se satisfaire en licence à Bamako. Il faut qu'ils restent dans le cadre de leur région et comme je l'ai précisé, il faudra que le gouvernorat de Bamako lui-même s'organise pour opérer dans la délivrance des licences comme ses collègues des autres régions. Quand nous organisons des défilés, nous voyons dans toutes les circonscriptions défiler les chasseurs. Il y a une association des chasseurs par sexe et qui a même un sommet à Bamako. Or, nous ne pouvons pas admettre en République du Mali des organisations qui ne peuvent pas apporter leur contribution à l'édification du pays. Je l'ai déjà dit. Il faut que partout les associations de chasseurs soient les meilleurs combattants du Mali contre les feux de brousse là où ils sont interdits. Il faut qu'ils soient les meilleurs combattants pour la protection de notre faune qui est en train de disparaître. Parce que si demain, avec la facilité avec laquelle on peut avoir des fusils, on détruit toute la faune, eh bien, ils auront leurs fusils sur les bras. Donc, c'est l'intérêt des associations et des chasseurs de faire en sorte que la réglementation sur la chasse soit scrupuleusement respectée. Et puis, nous savons, quand on parcourt le budget, que toutes les armes possédées ne sont pas déclarées. Nous savons qu'il y a des camarades responsables qui ont des armes rayées, des armes non rayées, qui ont des pistolets, des fusils de tresse. Ces camarades doivent savoir qu'ils possèdent illégalement des armes. Et que s'ils étaient poursuivis, ils courent le risque d'être condamnés au moins à 3 mois de prison et à la confiscation de l'arme. Donc nous accordons aux uns et aux autres un délai de 3 mois pour que les armes non déclarées, armes rayées, carabines, armes non rayées, pistolets et armes de traite soient déclarées. Ce délai passé, nos forces de sécurité, notre armée, notre gendarmerie, nos gardes frontières, nos douaniers seront amenés à contrôler la légalité de la possession par n'importe quel camarade de telle ou telle arme. Donc j'invite instamment les camarades possesseurs d'armes à se mettre en règle dans les 3 mois qui leur sont offerts comme délai. Et je vous ai dit tout à l'heure que notre fonction publique envisage la reconversion d'éléments du secteur public vers le secteur privé. Il faudra y réfléchir. Et dans quelques jours, un appel sera lancé pour demander des volontaires. Et je dois dire qu'ils seront choisis selon les critères que j'ai précisés: engagement politique réel, conscience professionnelle et facilité d'adaptation à leur nouvelle situation. Nous sommes débordés de demandes de travail. Des gens qui n'ont même pas quelquefois le niveau de certificat d'études, même pas du cours élémentaire, qui sont obligés quelquefois de faire rédiger leurs lettres par des écrivains publics, écrire au département ou quelquefois même au chef de l'État pour demander un travail. Et certains vont aller jusqu'à dire que le socialisme a dit que chacun doit avoir un gagne-pain. Et j'ai répondu à ceci: c'est exact. Le socialisme a dit que chacun doit avoir un gagne-pain. Mais si dans certains pays socialistes, la formule est valable, c'est qu'il n'y a pas de terre, c'est que la terre manque. Or, ici, en République du Mali, la terre ne manque pas. Ce qui manque, ce sont les bras. Donc, il ne doit pas y avoir de chômeurs. Ceux qui se disent chômeurs sont de faux chômeurs. Ce sont des paresseux qui ne veulent pas aller se baisser sur la terre
pour pouvoir en retirer leur subsistance. Et à l'intention de ceux qui, par le fait, dans l'euphorie du marché noir, sont devenus commerçants parce qu'ils n'étaient pas ou ils étaient petits fonctionnaires ou artisans, et qui aujourd'hui, avec les mesures de rigueur qui seront prises pour la réglementation du marché, il est possible que certains puissent se trouver en difficulté. Là encore, le parti offre à cela des chances. Au budget, nous avons prévu 200 millions pour la reconversion de ceux qui voudraient retourner à la terre. Il y a des plaines aménagées. Il y a la plaine de Samé. Il y en a vers Kati. Il y en a vers Bamako. Ceux qui voudraient donc, devant les perspectives de plus en plus difficiles, qui s'offrent non pas aux commerçants honnêtes, mais aux trafiquants, se pencher sur la culture de la terre, eh bien, toutes facilités leur seront accordées pour les installer dans ces terres aménagées en village coopératif, avec la possibilité, avant leur première production, d'être entretenus par le gouvernement. Nous avons, pendant cette conférence, entendu de très beaux rapports, et je dois annoncer aux camarades que dans les jours à venir, certains, les camarades inspecteurs des affaires administratives et commissaires politiques, recevront chacun un rapport des diverses circonscriptions et se rendront sur place pour contrôler le contenu des divers rapports. C'est une pratique que nous appliquerons désormais. Il y a également un fait que nous devons porter à votre connaissance. Certes, on parle de l'inégalité de développement des diverses régions de la République. Et certains préconisent une certaine rationalisation de notre programme de développement pour réduire autant que possible ce déséquilibre. Je dis que ce n'est pas possible. Ce sont des vues de l'esprit. Des gens qui ne travaillent pas ne peuvent pas être traités par le parti et par le gouvernement de la même manière que ceux qui se penchent sur le travail. Donc, l'aide du parti et du gouvernement en priorité iront aux régions, iront aux centres, aux villes, aux populations qui donnent l'exemple du travail. Mais à celles qui préfèrent se complaire dans la paresse, dans l'inaction, elles resteront longtemps dans leur paresse, dans leur inaction, parce que nous n'accepterons pas de priver des populations laborieuses de moyens de travail pour les immobiliser dans des secteurs où ils ne pourront trouver aucune utilisation. Et à cet égard, je donne au bureau politique de Caille ici présent un conseil de responsable. Une ville ne peut pas vivre que de commerce. Bamako est une ville. Il y a plus de commerçants à Bamako qu'à Caille. Mais les samedis et les dimanches, la moitié de la ville de Bamako sort pour aller dans les environs, dans les champs, pour cultiver. Parce qu'ils ont compris qu'en République du Mali, ce que nous voulons, ce n'est pas la prolifération des fonctionnaires, ce n'est pas la prolifération des commerçants. Ce que nous voulons, c'est l'accroissement de la population, c'est la réhabilitation du travail de la terre qui constitue la base essentielle de notre indépendance économique. Donc, il faut que la population de Caille suive l'exemple de celle de Bamako, de celle de Sikasso,
de celle de Ségou, de celle de Gao, où malgré le grave problème de l'eau, eh bien, on cultive les plus petits coins au bord du fleuve pour produire des légumes, produire des pommes de terre, planter avec un maximum d'efforts et entretenir avec un maximum d'efforts des orangers et des pamplemoussiers. En atterrissant, nous avons survolé certaines plaines qui sont encore humides où il y a de l'eau. Ça aurait été dans certaines régions, les bords de ces lacs, de ces mares, auraient été aujourd'hui occupés par des jardins. Mais là, c'est la broussaille. Et ce qui est plus grave encore, c'est que lorsqu'on parcourt la ville de Caille, eh bien, on voit des concessions habitées et on se croirait en pleine brousse. Les herbes, les buissons rivalisent à qui mieux et qui peuvent prendre le maximum de place. On voit des pans de murs qui sont tombés alors que c'est la saison sèche. Il s'agit d'un peu d'effort pour ramasser du banco, faire des briques et relever les murs. On voit des paillotes dont la moitié du toit est partie, les gens logent dedans, alors qu'il suffit de quelques mètres pour aller couper de la paille et rafistoler les chaumières. Eh bien, il faut que cela change. Il faut que cela change si vous voulez continuer à occuper dans le parti, dans la République du Mali, la place qui doit vous revenir dans la construction nationale. Et je sais que les difficultés politiques dans cette circonscription ne sont liées qu'à ce problème. Les difficultés politiques résident en cela. Camarades, nous avons fait une option. Nous avons décidé de construire une société socialiste. J'ai l'habitude de vous dire que ce n'est pas facile, que c'est difficile et même très difficile. Parce que dans d'autres pays, ceux qui ont eu à construire le socialisme, c'était ceux-là qui étaient les exploités, qui se sont révoltés contre leurs exploiteurs et qui ont pris en main les organismes de production. Mais c'est nous, privilégiés d'hier et privilégiés d'aujourd'hui, qui voulons construire le socialisme. C'est de notre part une excellente intention. C'est de notre part la manifestation d'un esprit de renoncement. C'est de notre part la preuve que nous voulons accepter des sacrifices en faveur de cela qui constitue l'énorme majorité de la population et qui, s'ils étaient conscients, auraient dû être les éléments les plus actifs de la révolution socialiste que nous voulons, dans laquelle nous sommes engagés. Nous avons jusqu'ici usé de la persuasion. Cela fait 3 ans depuis le 22 septembre 1960 qu'aux uns et aux autres nous indiquons ce qu'il faut faire, ce que nous voulons, comment nous pouvons construire le socialisme, ce que nous devons accepter comme sacrifice. Depuis 3 ans, on explique aux camarades qu'il faut savoir renoncer à certains privilèges, à certaines habitudes de vie faciles. Depuis 3 ans, nous invitons nos camarades à cesser la spéculation qui déshonore celui qui la pratique et entache l'honorabilité du peuple où elle est pratiquée. Depuis 3 ans, nous invitons à force d'arguments les militants à comprendre que le socialisme ne se construit pas dans la facilité, qu'il faut qu'au lieu de regarder toujours en avant et au-dessus de nous, de regarder toujours en bas, au-dessous de nous et derrière nous, et de comprendre que quelles que soient les difficultés que nous pourrons connaître par le fait de la taxe civique ou d'autres mesures, nous avons des millions et des millions de Maliens qui se contenteraient du quart que nous avons et qui n'aspirent qu'à cela, mais qui cependant, malgré le grand déséquilibre existant entre leur mode de vie et le nôtre, continuent à nous faire confiance
parce que dans les moments les plus difficiles, nous avions fait le serment d'accepter tous les sacrifices, même l'ultime sacrifice, pour pouvoir les conduire à la libération. Eh bien, il faut que ce serment que nous avons fait demeure plus que jamais vivace en chacun de nous. Il faut que maintenant nous fassions aussi le serment d'accepter tous les sacrifices, même s'il le faut, l'ultime sacrifice, pour que nos frères paysans, qui sont encore dans leur hutte, qui passent des mois et des mois à gratter un sol ingrat, qui n'arrivent pas à en tirer la subsistance de leur famille, mais qui néanmoins doivent encore s'acquitter du minimum fiscal, continuent à nous faire confiance. Il faut que nous fassions nous aussi le serment d'accepter tous les sacrifices, s'il le faut l'ultime sacrifice, pour que ceux-là qui nous ont fait confiance, face à la police, face à l'armée, face aux fusils, face aux canons de l'administration coloniale, puissent continuer à nous faire confiance, parce que nous leur donnons la preuve que la lutte que nous avons engagée ensemble n'était pas faite pour que nous soyons les seuls profiteurs, elle était faite pour que tous, fonctionnaires, commerçants, artisans, agriculteurs, éleveurs, militaires, gendarmes, etc., que chacun de nous puisse enfin entrer de plein pied dans l'aube d'une vie nouvelle, où ceux qui étaient hier les privilégiés et qui sont aujourd'hui les privilégiés auront d'eux-mêmes, spontanément, parce qu'ils sont acquis à l'idée de la charité universelle, de renoncer à certains privilèges pour nos frères moins favorisés. Mais ce ne sera pas facile, parce que pendant la lutte politique contre le système colonial, dans les moments difficiles, il y a eu des défections dans cette lutte économique. Lutte où nous devons lutter contre nous-mêmes. Il y aura des défections. Il y en a eu en 1962. Il y en a maintenant. Il y en a dans cette salle. Il y en aura demain. Nous aurons dans quelques mois, dans quelques années, à nous compter au rendez-vous du socialisme. Mais pour cela, il faut que vous soyez vigilants, très vigilants. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Des camarades, ayant quelquefois même des responsabilités au sein du gouvernement, comme conseiller technique ou autre, mais qui n'arrivent pas à supporter cette discipline sans laquelle on ne peut pas construire le socialisme. Vous avez des camarades qui ont abusé de la complaisance du parti, qui essayent en ce moment de surprendre la bonne foi de certains militants. Il faut que vous soyez vigilants pour les détecter et les dénoncer. Nous les connaissons parce qu'ils oublient une chose, c'est que depuis sa création, depuis 1945, personne n'a jamais essayé de trahir l'Union soudanaise RDA et de réussir à la trahir. Donc, camarades, je vous commande de la vigilance, beaucoup de vigilance, et ce que je vous demande, si votre conscience est troublée par certains propos, par certains actes, ne restez pas dans l'expectative. Vous avez le droit et le devoir de demander des explications à tous les niveaux. Et si dans vos comités, dans vos sous-sections, dans vos sections, vous n'avez pas obtenu satisfaction, si au bureau politique national vous estimez n'avoir pas reçu les explications nécessaires,
n'hésitez pas à voir le secrétaire général. Je n'ai jamais en aucun moment refusé la discussion avec qui que ce soit, et certains jeunes qui sont aujourd'hui ici, qui étaient étudiants à Paris, le savent. Nous discutions quelquefois pendant des heures et des heures, parce que je voulais les convaincre que les moyens que nous mettions en œuvre face à la puissance de l'appareil du système colonial étaient les seuls possibles si nous voulions éviter à notre pays une effusion inutile de sang. Donc, quand je n'ai pas reculé devant la discussion avec des camarades dont certains nous insultaient, nous accusaient de traître, ce ne sont pas avec des camarades engagés comme nous dans la même lutte, engagés comme nous dans le même parti, dans la même barque, dont les destins sont associés, dans le pire comme dans le bonheur, que nous refuserons la discussion. Et je voudrais que vous puissiez exploiter au maximum cette possibilité qu'offre l'organisation de notre parti. Camarades, pour en terminer, je vous dirais simplement que malgré tout, malgré ce qui s'est passé au Togo, au Congo, au Dahomey, ce qui se passera peut-être demain ailleurs, j'ai confiance dans les destinées de la République du Mali et je suis convaincu que l'Afrique entière pourrait être secouée, mais la République du Mali demeurera ce qu'elle est, à l'abri des secousses.